Salut à tous, bienvenue. Vous avez peut-être reconnu l'hymne des Tzanchanim, et pour cause, puisque nous avons à nos côtés Nicolas Nissim Touboul, un ancien Tzanchan. Voilà, bonjour. Bonjour. Ça va ? Très bien. Alors, Tzanchanim, si vous n'avez pas compris, c'est les parachutistes, une unité mythique. Alors, avant d'expliquer à ceux qui sont avec nous comment on rentre dans cette unité-là pour faire l'armée, parce que c'est un peu le propos de l'émission, juste un petit brin d'histoire, ça vient d'où cette brigade des Tzanchanim, des parachutistes ? Alors, à la fin des années 40, début des années 50, il y a une unité de choc qui était dirigée par Ariel Sharon, qui s'appelait l'unité 101, et qui est donc la base de ce qui va se développer plus tard en une brigade entière de parachutistes à différents endroits de l'armée, qui ont ensuite, à un certain moment de l'histoire de Tzahal, été unis en une seule et même brigade, qui est la brigade 35, et de l'infanterie parachutée. Donc ça, c'est l'histoire de la brigade. Alors c'était l'unité d'Ariel Sharon, comme on dit, mais c'est devenu finalement un bataillon vraiment très important. Les fameuses chaussures rouges, le béret rouge, c'est toujours comme ça ? C'est toujours comme ça. L'apparence un petit peu particulière des parachutistes qui sont reconnaissables donc à leur béret rouge et à leurs chaussures rouges. Et aussi à leur uniforme qui est avec une chemise qui n'est pas dans le pantalon, à la différence de tout le reste de Tzahal. Pourquoi ? C'est une irkit, c'est basé sur l'uniforme anglais. C'est une chemise qui descend un petit peu jusqu'au haut de la cuisse, avec une ceinture par-dessus la chemise. C'est assez chaud et pas très agréable à porter l'été, mais c'est la tradition qui veut depuis ça. Le début de la création de l'unité. Alors, dans quelle brigade vous étiez quand vous étiez parachutiste ? Alors, il y a une brigade de parachutistes active et il y a plusieurs brigades de réserve. Et donc, dans l'active, on a la brigade 35 avec le bataillon 101 et Péten, on dit en hébreu, une sorte de cobra. Et l'histoire un petit peu des parachutistes, c'est donc un symbole du serpent. Chaque bataillon a un nom de serpent différent. L'histoire vient de Serpent ailé. On raconte que c'est le chef d'état-major égyptien qui a dit un petit peu comme on prétend que, comme on dit en français, quand les poules auront des dents, alors on a dit que quand les juifs auront des parachutistes, quand les serpents auront des ailes. Et donc la petite histoire veut que le symbole de l'unité soit donc ce serpent ailé, qu'en effet les juifs ont réussi à avoir des parachutistes et avoir des ailes. Ok, c'est une jolie histoire. Voilà, c'est bien aussi de faire un petit retour arrière, de comprendre un peu le sens des choses. Alors, c'est quoi la particularité des parachutistes ? Évidemment, c'est l'infanterie, les combattants, mais quelles sont les autres particularités ? Alors voilà, la petite différence avec le reste des brigades d'infanterie comme Golani, Kfir et tout qu'on peut connaître, c'est que la mission des parachutistes, c'est d'être une unité en profondeur. Et c'est-à-dire de contourner les lignes ennemies d'une façon ou d'une autre et de les prendre à revers, par surprise. Donc, un des moyens de faire ça, c'est donc en étant parachuté. Par les airs. Par les airs. Je dois dire que ça arrivait une seule fois dans l'histoire des parachutistes, en 1956, pendant l'opération dans le Sinaï, à Suez, un pass de la Mitlé. Mais il y a d'autres moyens. Où l'unité a été parachutée. L'unité a été parachutée, tout à fait. Mais le reste du temps, dans d'autres opérations, comme au Liban notamment, les parachutistes ont de nouveau contourné, sont arrivés en profondeur, mais par d'autres moyens. Ça peut être par la mer, un débarquement maritime, comme en 1982, ou en 2006, on arrive par hélicoptère, et aussi à pied en contournant par voie montagneuse, du fait des dangers d'être déposé en hélicoptère de façon très à découvert. Et donc c'est un petit peu la blague pendant la formation, c'est-à-dire qu'on s'entraîne sur ces différents moyens, et à la différence d'autres brigades qui n'ont pas forcément l'occasion de voir ou de travailler avec l'armée de l'air ou avec la marine. Mais la blague veut que le jour J, on ira sans doute à pied et pas en hélicoptère. Et pas en hélicoptère, ok. Alors avant de parler de cette fameuse formation super prestigieuse, parce que quand même, il faut préciser qu'il y a toute un imaginaire autour des parachutistes, ça a fait rêver plus d'un et plus d'une. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rentrer dans les parachutistes ? Comment on doit s'y prendre ? Alors,
Parce que j'imagine qu'on peut choisir, mais que c'est pas la décision n'appartient pas à celui qui a la volonté de rentrer dans les parachutistes. Il faut autre chose. Sans être un commando, donc les parachutistes ont pour particularité de demander, d'exiger un examen d'entrée dans l'unité, qui s'appelle un guibouche en hébreu, qui est réparti sur 2 jours, et avec une partie de course à pied, une partie d'autres efforts physiques et un entretien et de motivation. Et ce qui fait qu'il y a donc un minimum de niveau de cochère, de capacité physique qui est demandé pour entrer dans la brigade. D'accord, donc ça c'est important, c'est un des, comment on appelle ça, des critères pour entrer. Généralement on s'y prépare dans les mois qui précèdent. Donc c'est plus physique que psychologique, parce qu'on dit toujours que dans ces bataillons-là, à l'armée, le mot mental est très important. C'est toujours psychologique, et surtout que ça se fait donc avant l'entrée à l'armée, à un moment où ces mêmes efforts que peut-être sont exigés de chaque combattant pendant la formation, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas encore prêt quand on est encore quelques mois avant l'entrée à l'armée. Mais en s'y préparant, en courant, en faisant un petit peu de musculation, c'est faisable. C'est faisable. Bon, très bien. Alors, ça, c'était une entrée en matière, on va dire. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment se déroule la formation ? Quelle formation vous recevez ? Est-ce que c'est difficile ? C'est difficile. Il faut s'y habituer. C'est un rythme et physique et mental à prendre, une mentalité à prendre. C'est quoi la mentalité des parachutistes ? Alors, je pensais déjà, de façon générale, à ce rythme un petit peu des combattants à l'armée, qui est le même pour tout le monde, de rentrer une fois tous les 2 semaines à la maison à peu près. Les classes. Voilà, les classes. Plus spécifiquement chez les parachutistes, alors on dit que les parachutistes sont plus tseubim, c'est-à-dire plus aux ordres et font moins de bêtises que dans d'autres endroits. Ils sont plus disciplinés. Il y a la guéguerre entre guillemets entre Golani et Tzantranim. On dit que les Tznefim, Tzanran Faltzan, un parachutiste orgueilleux, et c'est un petit peu la façon dont on nous voit. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais bon, c'est la légende. C'est ce qu'on se dit. Ce qu'on s'attend. Ok. Donc, au niveau de la formation, il n'y a rien de très particulier. On peut rentrer un petit peu dans les détails quand même. Alors, c'est une formation classique de brigade d'infanterie où on passe petit à petit des capacités de combat du soldat particulier à celle de son unité plus ou moins large autour. Formation de 8 mois à peu près, à laquelle on s'ajoute, dans notre cas, un cours de parachutisme de 2 semaines et à Tel Nof, au sud de Rehovot. C'est une formation où pendant la première semaine, on apprend à tomber, c'est-à-dire à faire des sortes de roulades et pour savoir atterrir bien atterrir sans se blesser. Et la 2e semaine, les sauts en eux-mêmes, avec équipement, sans équipement, de jour, de nuit, pour être apte à faire vraiment ces différentes missions qui sont... C'est excitant complètement, j'imagine, quand on arrive à cette phase-là. Alors, la nuit, avant le premier saut, personne ne dort. Et le saut en lui-même, et on perd complètement dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on est vraiment projeté hors de l'avion avec le saut, on saute, mais le propulseur de l'avion vraiment nous pousse en arrière, très loin, avant même qu'on commence vraiment la chute en elle-même. Et au moment où justement on arrive à l'étape de la chute, on a à peu près, c'est des cours de 40 secondes, 1 minute, parce qu'on saute de quelques centaines de mètres seulement. Mais on a donc cette minute de silence complet, paradisiaque quelque part, où on voit vraiment le monde de par au-dessus. C'est assez magique, en effet. Ouais, j'imagine que tout le monde doit ressentir exactement la même chose que vous. Alors, qu'est-ce que un jeune homme, parce qu'on est quand même là pour essayer d'être un peu didactique, un jeune homme qui veut rentrer dans les parachutistes doit faire quand il va à son fameux Tsav Rishon? Est-ce qu'il doit dire « oui, je veux être parachutiste », même si c'est pas lui qui décidera à la fin, mais est-ce qu'il y a des choses à dire, des choses à faire pour être repéré? Alors déjà, il faut demander à faire le guibouche, c'est-à-dire que le guibouche, on peut traduire cet examen de formation dont on a parlé tout à l'heure. D'accord, il faut dire je veux passer le test pour rentrer dans les parachutistes. Exactement. Donc il faut le dire. Bon, alors, ça c'est déjà important de le savoir. Pour la plupart des Olim qui vont à Mirvealon, le cours
préparation à l'armée qu'il y a. Et l'Ulpan. Et l'Ulpan, ces différents cours qui existent. Généralement, là-bas, ils nous proposent d'y aller. Moi, je l'ai fait dans le cadre de Mirve Alon à l'époque. Et c'était vraiment après mon entrée à l'armée. Mais on peut... préférable de le demander déjà dès le début, dès le Tzavrichon, dès le premier entretien à l'armée. Et c'est important d'avoir les conditions physiques requises, qui sont les mêmes que dans les autres brigades d'infanterie, mais qui sont importants à mettre sur la table pour pas forcément se faire des illusions et tout d'un coup s'apercevoir qu'on n'a pas forcément des conditions médicales. On a peut-être des conditions médicales qui ne nous permettent pas d'y rentrer. Et il faut 97 de profil. 97 ou 82, comme dans le reste des... Ah, c'est pareil. Moi, je suis daltonien, ça m'a fait... Ça suffit. Vous êtes daltonien, ça vous a pas empêché de sauter en parachute, c'est sympa. Ça m'a empêché d'être pilote d'avion. Ça, oui. Mais donc, ça fait partie des critères qui font tomber, entre guillemets, à 82 aux yeux de l'armée, mais ça change rien dans les faits en termes de carrière combattante. D'accord, ok. Alors, quelles sont, d'après vous, puis après je viendrai à une question plus personnelle, les aptitudes qu'il faut avoir pour être un bon parachutiste, tant physique que psychologique? Physique, c'est assez évident. Mais c'est lié aussi au psychologique, dans le sens où il faut avoir une discipline personnelle. Même avant l'armée, même pendant l'armée, généralement, il y a peu de temps pendant l'entraînement qui est assez intensif et qui est... T'as les jeunes qui arrivent, qui sont un peu détentes, qui n'ont pas l'habitude de faire des efforts, qui font des efforts, mais sur des courtes périodes. C'est bien pour eux de rentrer dans ce genre d'unité? C'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut les aider à leur donner un cadre et les aider, mais simplement ce cadre est assez grand pour se perdre un petit peu, se fondre un petit peu dans la masse. Et si on veut après, plus tard, progresser en grade ou faire des choses peut-être plus intéressantes, alors en effet, ça demande de travailler physiquement et même en termes de connaissances, de maîtrise de l'arme et tout ça, et un petit peu aussi par soi-même, de se former aussi par soi-même, pas seulement pour essayer d'exceller, de se faire repérer. Il faut être aguerri, il faut être au point. Ouais, c'est-à-dire que comme du fait de cette réputation des parachutistes dont on parlait, il y a énormément de gens qui sont capables d'être ensuite sous-officiers, officiers et tout ça. Et donc briller dans ce milieu-là est peut-être plus difficile que dans d'autres unités où on ça veut sort dire plus que facilement. Les gens sont assez excellents, on va dire. Ils sont de très bon niveau. En général. En général, c'est... D'accord. Alors vous, d'ailleurs, vous étiez Mefaket, on peut dire ça, sous-officier, c'est ça? Voilà. Alors à la fin de ma formation, immédiatement après qu'on ait reçu la Kumta, le béret, et je suis sorti donc aux courses course Makim, cours de sous-officier. Et Makim, c'est Mefakde Kitot, et le niveau de base de commandement dans Tsahal. Et par la suite, donc, je suis venu Samal Marlaka, c'est-à-dire le sergent de l'unité qui s'appelle de la Marlaka, qui est à peu près 20-30 soldats. Et qui est donc le sous-officier le plus gradé. C'est-à-dire l'étape d'après, c'est vraiment être officier. Et donc c'est déjà assigné 4 ans à l'armée, c'est faire un autre parcours, plus de carrière. Qu'est-ce que ça vous a apporté, tout ça? Le service militaire en général, et je pense que c'est important de savoir... La Gavat Yechida, la fierté d'appartenir à une unité spécifique est importante. Mais en même temps, il faut savoir dire que le service en lui-même, quand on le fait de façon pleine de sens et de façon avec vraiment une responsabilité sur les épaules, c'est quelque chose qui apporte énormément au plan humain et de relations humaines, de savoir que chaque personne, même si on ne s'entend pas forcément avec lui, parce que quand vous êtes avec 100 personnes en longueur de journée, vous ne vous entendez pas avec tout le monde, et savoir que chaque personne, elle a son heure, de gloire ou de grandeur, et qu'il faut savoir se juger la personne en fonction de ses capacités qu'elle a à ce moment-là de l'attente. Et c'est aussi l'armée de façon générale un exercice permanent de dépassement de soi, physique et mental, et qui est important dans le développement personnel. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis chargé de projet dans Mahon les Stratégies Sionit, l'Institut de stratégie sioniste. Je m'occupe un petit peu aussi d'éducation en rapport avec l'armée et sans rapport avec l'armée, et autres projets sur Jérusalem.
D'accord. Bon, bah écoutez, on espère que vous reviendrez une prochaine fois nous raconter un peu tout ça. Merci beaucoup d'avoir parlé de votre unité. Donc, apparemment, vous êtes si fiers. Tzanchanim, voilà, on va finir avec l'hymne, bien sûr, qui caractérise les parachutistes. Voilà. À bientôt. Au revoir. Et peut-être que vous allez faire naître des vocations, on ne sait pas. כל הזמן צנחן, כל הזמן מוכן, כולם בשביל אחד ואחד בשביל